Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Spodcast, et premier épisode de notre émission dédiée aux sportifs de haut niveau sur la performance, la prépa mentale et la pré-carrière, le QG de la brigade. Et je suis accompagné pour ce premier épisode de Robin à mes côtés. Salut tout le monde. On peut applaudir, bien sûr. C'est le minimum. Et pour ce premier épisode, on a l'honneur, et je remercie encore une fois pour l'acceptation pour cette invitation. Benoît Chirou est avec nous, ancien joueur de l'Olympique de Marseille et aujourd'hui consultant Ligue 1+, on peut l'applaudir également. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc Benoît, comme je t'avais dit en off, ou même par message quand on discutait bien évidemment sur les réseaux, on va surtout parler de la préparation physique, de la préparation mentale, de l'après-carrière. Bon, bien évidemment, on va quand même parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, c'est normal, on est un média marseillais, et je ne vais pas te le cacher, tu as quand même passé 7 ans avec l'Olympique de Marseille, tu as passé de 2007 à 2014 si je me trompe bien, ça, enfin si je me trompe pas plutôt. Ah ouais. Et justement, ma première question est la suivante. Quand tu arrives à l'OM, est-ce que tu as une pression un peu plus différente que lorsque tu étais à Lille ou d'autres clubs de Ligue 1 précédemment? Oui, forcément. J'ai été au centre de formation à Lille. J'ai passé 7 ans aussi là-bas. Et ensuite, de Lille, je suis allé à Auxerre. Un club pas du tout médiatisé, même peut-être le moins médiatisé de France à l'époque. Et je me retrouve ensuite, 3 ans plus tard, à Marseille, donc dans le club le plus médiatisé de France. Donc c'est sûr que quand tu signes, tu as tout de suite la conférence de presse devant 30, 40, 50 journalistes, alors qu'à Auxerre, il n'y avait qu'un seul journaliste qui nous attendait sur le parking de temps en temps pour recueillir nos impressions ou notre avis. Donc ça change beaucoup. Et dès l'aéroport, tout le monde commence à te parler, tu recommences à recevoir beaucoup plus de messages, des nouveaux amis aussi. Bizarrement. Donc oui, forcément, la pression, c'est quelque chose de différent de ce que j'avais connu auparavant. Et aussi justement l'exigence à l'OM. Est-ce que tu as senti vraiment une exigence vraiment complètement différente? En plus à ce moment-là, quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions. Et est-ce que c'est la première fois déjà que tu jouais une Ligue des Champions ou tu avais déjà joué? Non, j'avais déjà joué à la Ligue des Champions à Lille, ouais. Et la Coupe d'Europe aussi à Auxerre. Donc c'est une compétition que je connaissais. Après la pression, tout le monde a un rapport différent à la pression. La pression, il y a la pression extérieure et il y a la pression que tu te mets toi aussi en tant que sportif et sportif de haut niveau encore plus. Moi, la pression, je me la mettais même à Auxerre, à Lille et même quand j'étais au centre de formation quand j'avais 17 ans pour essayer d'être le plus performant possible à chaque entraînement, essayer d'être meilleur à la fin de l'entraînement qu'au début de l'entraînement. Et c'est cette pression-là qui m'a fait avancer. Et donc la pression extérieure, elle me faisait pas plus peur que ça. Elle te faisait pas plus peur que ça, mais est-ce que également quand tu savais que tu allais signer à l'OM, tu as quand même demandé à ton frère, parce que Bruno Chirou, il a quand même joué à l'Olympique de Marseille avant toi. Exactement. Est-ce que tu as demandé quelques conseils à ton grand frère ou pas du tout? Forcément, j'ai la chance d'avoir un frère de 3 ans, mon aîné, donc il a franchi toutes les étapes que j'ai franchies avant moi. Donc c'était la personne de confiance la plus proche de moi, la plus à même à me donner des conseils. Donc il a fait une saison à l'OM qui a été compliquée en plus pour lui et pour l'équipe et pour le club à l'époque. 2004-2005, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc ça ne s'était pas forcément bien passé. Donc forcément que quand les contacts se sont précisés, je lui ai demandé des conseils et il m'a dit tout simplement, écoute, c'est pas parce que ça n'a pas bien marché pour moi que ça ne peut pas marcher pour toi. Donc je pense que tu as le caractère et les épaules pour affronter ce genre de défi. Ce serait super pour toi. Donc il m'a conseillé d'y aller alors que pour lui, ça ne s'était pas forcément bien passé. Exactement, et quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, donc la saison 2007-2008, un moment où le début de saison n'est pas le plus fameux. À un certain moment, je me rappelle, vous étiez très bas dans le classement. Et justement, après, il y a l'arrivée d'un certain Eric Guéretz. Exact. Et donc là, moi, j'ai vu certaines vidéos du dernier match que tu as joué sous les maillots de l'OM qui a à peu près 1 an pour la fête. Je crois que c'était pour les 125 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et je vois quand tu vois Eric Guéretz rentrer dans le vestiaire, là, je vois directement coach et tout. Donc, est-ce que ce Eric Guéretz a été une personne très marquante pour toi? Oui, ça a été l'entraîneur qui m'a le plus marqué, aussi bien professionnellement qu'humainement. Ça a été le meilleur pour moi. Quand il est arrivé, tu as raison, il a dû arriver au mois d'octobre. On avait commencé la saison et on était avant-dernier à ce moment-là. Ouais, je crois que vous étiez 18e. Ouais, et donc c'était un départ catastrophique pour l'OM. Il y a eu pas mal de recrues, beaucoup d'attentes. Et la Ligue des Champions qui allait commencer, et notamment un match contre Liverpool à Anfield. Et il arrive, je crois, 1 jour avant ou 2 jours avant. Il ne connaissait pas grand monde dans l'effectif, si ce n'est Djibril Cissé à l'époque, qui était le plus médiatisé. Qui était le plus médiatisé, en effet. Et donc, il commence à faire des réunions avec tout le monde pour apprendre à mieux connaître tout le monde, à savoir pourquoi ça s'est mal passé avant, l'avis un peu de tout le monde. Et donc, il a vu tout le monde en tête à tête. Et il a mis son équipe contre Liverpool à Anfield. Et on est devenu la première équipe française à gagner à Anfield avec ce fameux but de Mathieu Valbuena. Donc, ça commence d'une manière extraordinaire et après c'était évidemment beaucoup plus facile pour lui d'imposer des choses parce qu'au quotidien c'était pas évident, il était beaucoup plus rigoureux que ce qu'on avait eu l'habitude de connaître les semaines précédentes.
mais ça a payé parce qu'on a fait 2 saisons remarquables. C'est vrai, vous avez fait 2 saisons remarquables. Alors la première saison, en plus, ce qui est très notifiable, il faut pas le mettre de côté, c'est que vous battez 2 fois l'Olympique Lyonnais de la saison 2007-2008 et l'Olympique Lyonnais de À Juninho. l'époque, c'était costaud. Ouais. Karim Benzema qui est en feu, c'est le jeune, c'est vraiment tout le monde ne parle que de lui. Juninho, bon ça on n'en parle pas. Ils étaient, alors je crois que c'est la dernière année où ils gagnent leur fameux 7e championnat de Ligue 1 C'est ça. et justement vous les battez 2 fois. Et la saison 2008-2009, et là justement on se dit c'est là que vous aurez dû être champion de France. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous êtes vraiment extrêmement bon sur le terrain. Vous faites rêver les supporters. Je pense même juste au premier match de championnat, vous faites un 4-4 avec Stade Rennais. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette équipe? Et vous continuez vraiment, surtout en Ligue 1 en tout cas. Après en Europe, ça c'est autre chose. Mais en Ligue 1, franchement, vous montrez de très belles choses. Et malheureusement, je crois que c'est dû à la défaite face à Lyon. Malheureusement, que Bordeaux passe devant vous et que finalement vous perdez le titre. Tu as dit qu'il était beaucoup plus rigoureux. Donc là, c'est un truc qui va m'intéresser. C'est à l'entraînement, c'était quoi le changement avec Eric Guéret? Déjà, c'était de venir plus tôt à l'entraînement. Est-ce que tu peux me donner des horaires? L'entraînement, il devait commencer à 10h sur le terrain. Avant, on avait rendez-vous peut-être à 9h30 pour qu'on se prépare et qu'on aille sur le terrain. D'accord. Lui, c'était sûrement de mémoire à 8h30. Il fallait qu'on prenne le petit-déj ensemble. Au début, ça choque. Qu'on mange ensemble. Ouais, moi, je suis plus du matin que du soir, donc ça me dérangeait pas. Donc ça allait. Et ça permet de passer d'autres moments aussi avec tes coéquipiers, avec le staff, plutôt que d'être sur le terrain où tu as un rapport de joueur. Au petit-déj, tu es comme ici, à la table, tu bois ton café, ton truc et tout, et tu parles d'autres choses, de ta famille, de tes enfants, de tes potes, de ce que tu as fait la veille et tout ça, et ça crée des liens avec les autres joueurs. Il y avait aussi le repas après l'entraînement, donc le midi. Et finalement, on rentrait pas souvent et longtemps chez nous parce qu'il y avait beaucoup plus de mise au vert aussi. Et quand tu joues la Ligue des Champions, tu joues pour une semaine type. Tu joues le samedi en championnat, donc tu pars la veille à la mise au vert. Donc vendredi soir, tu dors à l'extérieur. Samedi soir, tu dors très tard parce qu'après le match, tu es toujours excité. Dimanche soir, tu dors chez toi. Lundi soir, tu dors à l'hôtel parce que tu as un match mercredi en Ligue des Champions. Mardi, à l'hôtel. Donc la moitié du temps, tu étais plus à l'hôtel et à l'entraînement qu'avec avec ta femme à la maison ou avec ta famille. Donc ça, c'est un sacrifice temporel à la limite. Tu perds du temps, entre guillemets, avec ta famille, avec tes enfants. Mais tu gagnes du temps avec tes coéquipiers pour construire quelque chose de professionnel, de sportif, qui a porté ses fruits. Donc c'est tout ça. Quand tu parles de rigueur, qu'est-ce qui était plus rigoureux? C'était pas forcément l'entraînement en lui-même. Parce que tous les coachs, voilà, c'est le temps imparti. Ouais. Et en fait, l'implication générale de tous les membres du club pour faire une vraie famille à la commanderie. Et justement, Guéret part, pourquoi, selon toi? Selon moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il avait signé un contrat de 2 ans. Il a fait des choses extraordinaires et à partir du mois de janvier-février de la 2e saison, il pense qu'on va lui proposer une prolongation. La prolongation tarde à venir. Okay. C'était Pape Diouf à l'époque le président. Et je pense que lui, il a eu une opportunité à côté de signer ailleurs. Je pense que son rêve, c'était de continuer avec l'OM, mais comme il n'y avait pas de proposition qui arrivait, il a fait le choix de signer un autre contrat. Et c'est une question de timing, je pense, un peu d'ego aussi peut-être. C'est malheureusement souvent comme ça dans certaines négociations. On était tous tristes. Je pense la direction du club comme les joueurs et les supporters évidemment de le voir partir. Mais après, c'est une question de timing, c'est comme ça. Ça se joue à vraiment peu de choses. On se demande de l'extérieur pourquoi, alors que ça a l'air de bien tourner, pourquoi ça Exactement, pas. Tout allait bien. Après, je te dis, c'est une question de timing, d'ego. Je sais pas qui doit faire le premier pas, pas le premier pas. J'étais pas dans les secrets des dieux à l'époque, mais j'étais déçu. Tu étais très déçu? Tu voulais continuer avec cet entraîneur? Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres joueurs également aussi qu'ils auraient bien aimé. Tout le monde. Tout le monde, carrément. Dit, il est arrivé, on était 18e. Et on a fini la saison 3e du championnat. Et la saison d'après, limite, on dit que c'est toi le vrai champion. Exactement. C'est incroyable. Donc, et justement, là, il n'y a plus Pape Diouf, maintenant c'est Jean-Louis Gasset le président. On fait un tout nouveau truc. Dacier, Jean-Claude Dacier. Jean-Louis Gasset. Personne, pardon. Jean-Claude Dacier, pardon. Et aussi, maintenant, c'est l'arrivée de Didier Deschamps au poste d'entraîneur. Alors, Didier Deschamps, bien évidemment, légende de l'Olympique de Marseille. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, l'Euro. Et il a été entraîneur à la Juventus où il les a fait remonter de la Division 2. Exact. Et ça, il ne faut pas l'oublier. À l'AS Monaco également, ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Ouais. Et donc là, cet homme arrive. Vous êtes dégoûté le fait que Eric Guéret ne soit pas là. Mais quand Didier Deschamps arrive, est-ce que la mayonnaise prend du temps à prendre ou pas? Non, on est content qu'il arrive parce que c'est un coach et un ancien joueur avec une réputation incroyable. Donc on sait qu'on va progresser. Il y a aussi un recrutement très ambitieux.
On avait compris que c'était compliqué de recruter à l'époque. Et finalement, il y a Gabi Heinze qui arrive avec beaucoup d'expérience. Lucho aussi. Beaucoup de joueurs El arrivent. Comandante. Donc, c'est un recrutement. Souleymane Diawara aussi, qui nous a fait beaucoup de bien. Donc, c'est un recrutement costaud avec un coach avec beaucoup d'expérience. Donc, on est déçu de ne plus continuer l'aventure avec Eric Gerets, mais on est content de recommencer une nouvelle aventure ou de prolonger l'aventure à l'OM avec ce coach. Et bon, vous finissez champion de France, c'est la fête à Marseille. Mais avant de parler du championnat de France, j'ai envie de parler de Ligue des Champions parce que vous avez le groupe de la mort, on peut le dire. Le Real de Madrid, où ils recrutent cette même année Karim Benzema, Ricardo Caca et sans compter Cristiano Ronaldo, même Xabi Alonso qui venait de Liverpool, l'AC Milan qui était encore le grand AC Milan à ce moment-là. Et là, c'est juste pour manquer, je veux juste savoir, toi, sur le terrain, quand tu vois le coup franc de Ronaldo, tu te dis, putain, est-ce que tu te dis ça ou... Ouais, je suis dans le mur en plus, donc je me rappelle très bien. Et le coup franc est très loin. Et je crois qu'on est 2 ou 3 dans le mur parce que le coup franc est très loin. Steve, Tu te dis, c'est pas possible. Mais que 3 joueurs parce que en fait, ça sert à rien d'en mettre plus. Et quand je vois le ballon passer au-dessus de nous, je me dis, il passe très vite. Et en fait, le temps que je me retourne, il était déjà au fond des filets, quoi. C'est la classe des grands joueurs. Et là, tu vois qu'on ne fait pas le même sport. C'est quelques joueurs que j'ai pu croiser sur les terrains qui sont vraiment au-dessus du lot. Et la preuve, il joue encore, il arrive encore à avoir un niveau exceptionnel. Ouais. C'est une légende du football, tout simplement. Et ça reste quand même un honneur de jouer, de jouer contre des joueurs comme ça, non? Bien sûr, parce C'est un que honneur. moi, quand j'étais petit, je regardais la Ligue des Champions à la télé. Donc Bien déjà, sûr. le fait de jouer la Ligue des Champions, même contre des petits joueurs, c'était quelque chose d'inespéré pour Quand moi. t'entends l'hymne Donc, de la Ligue des c'est Champions, t'as magnifique, quelque c'est chose? la plus belle des musiques après la Marseillaise peut-être, mais c'est la musique de la Ligue des Champions, c'est quelque chose de fabuleux. Et- parlait, Vas-y, on parlait de la pression. Tu disais que la pression des stades ne t'influait pas. Tu n'avais pas de pression négative. Non. Je te dis, la pression que je m'infligeais, c'était la mienne, la propre, qui vient de l'intérieur, pas forcément celle de l'extérieur. Quand tu rentres au Vélodrome et que tu entends ce stade qui gronde, qui fait du bruit, qui tremble et qui te pousse, ça peut que te donner une force supplémentaire. Ouais. Et justement, là maintenant on revient sur le championnat. Ah non, Ligue des Champions, allez, tu as vu le but de Ronaldo, mais t'as mis quand même un sacré but face au FC Zurich. Ouais, c'est vrai. Et loin. ce but-là aussi est de loin. Hein. Ah ouais. Une inspiration pour le kiff, tu t'es dit, allez, pourquoi pas? Ah, je crois qu'on gagne 4 ou 5-1, ça doit être le Ah, tu t'es 4e dit ou le pourquoi- 5e but. tu t'es dit pourquoi J'avais pas une bonne frappe. C'était les ballons de la Ligue des Champions, ils étaient différents de ceux du championnat. Ah, ils sont plus flotteux, non? Enfin, tu flottes ils plus. partaient mieux, ouais. Ils partaient Et ouais, comme tu dis, une inspiration, des fois, j'étais loin. J'ai mis pas mal de buts de loin dans mes souvenirs. J'ai mis pas mal de buts. Ouais, j'étais pas souvent dans la surface de réparation, donc si vous T'avais voulez pas trop marquer, le choix. Si vous voulez marquer, t'avais pas trop le choix. de l'extérieur. On part de cette même année et le championnat de France 2009-2010. Avant de parler du match contre Rennes, vous devenez champion. On est obligé d'en parler du fameux 5-5. Ouais. L'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Là aussi, tu marques un but. Bon, merci Loris. Exactement. Merci Loris. Ça, Parce c'est que, de loin encore, tu vois. parce que de loin. Et du pied droit. Mais à la fin du match, Deschamps, est-ce que lui il est en colère ou est-ce que même lui se dit c'est un match exceptionnel, on peut rien dire, ou est-ce que là il vous a posté une gueulante Il a pas poussé de gueulante, mais quand t'es coach et que tu prends 5 buts, même si t'en marques 5, t'es fâché. Je pense que même Mandanda il était fâché à ce Et moment-là. ouais, aussi. Je crois que c'est Claude Puel, le coach de Lyon à l'époque. Oui, c'est Claude les Puel. deux coachs étaient fâchés. Et en fait, nous, c'est quand on sort du match que tous les journalistes nous disent mais c'est le match de l'année, le match du siècle, c'est un truc incroyable. Et d'ailleurs, à la preuve, on continue d'en parler. C'est vrai que c'était un match avec beaucoup de buts et beaucoup de rebondissements. On avait l'impression, nous, en tant que joueurs, d'avoir fait 3 matchs en un match. Je ne saurais même plus te dire l'évolution du score, mais à un moment donné, on s'est dit c'est mort pour nous. Après, on se dit le score ne peut plus nous échapper. Ils reviennent, ils passent devant et on met l'égalisation au dernier moment par un Stéphane Mbia qui pousse tout l'allant. Qui pousse tout l'allant, c'est tout l'allant qui met le but contre son corps. Bon, NBA, il ment, hein, il fait une célébration de fou furieux. Mais il sait très bien que c'est tout l'allant qui le touche. Et CSC en même temps. Ouais, CSC, mais alors, pour refaire le match, 2-2, vous mettez 4-2, là vous me dites, c'est open Exactement. bar à Roland Girard. Ouais. Et là, il revient sur 3 buts. Lisandro, Michel Bastos. Bastos, il met le 5e but, 5-4. Là, je pense que là, vous avez le moral dans les chaussettes et vous dites, allez, pourquoi pas. Ouais, on pousse jusqu'au bout. Vous poussez, et là, on n'a pas lâché. mais c'est incroyable, mais quel match. Et donc là, ensuite, vous devenez champion de France face à Rennes à 2 matchs de la fin du championnat. Donc, et là, j'imagine que c'est une émotion indescriptible. Ouais, c'est un sentiment de plénitude. Je pense que c'est. Après, il y a la Champions League, c'est le plus beau trophée, mais après, être champion dans ton pays et à Marseille, encore plus qu'ailleurs, c'est surtout que ça faisait 17 ans que le club attendait un titre, que les supporters nous en parlaient.
Donc c'était en fait ce qui était beau, et toujours d'ailleurs malheureusement parce que l'OM n'a pas gagné beaucoup de trophées depuis 2012 d'ailleurs, c'est de voir le regard des gens et la fierté qu'on avait rendue à tous ces supporters. Et moi c'est ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus touché en fait, que des gens dans la rue t'arrêtent et te disent merci pour nous avoir rendu cette fierté alors que t'as juste joué au foot quoi, tu vois. Oui, mais en plus, tu gagnes la Coupe de la Ligue juste avant. Oui, mais bon, Mais ça, c'est pas nous a pareil. mis bien. Ça nous a donné une certaine dynamique pour les 2 derniers mois. Ouais. Ça nous a apporté de la confiance et une dynamique positive, mais tu peux pas comparer un titre de Coupe de la Ligue avec le titre Avec de le champion championnat de de France. France. Surtout que maintenant, la Coupe de la Ligue n'existe plus. Exactement. Donc, c'est vrai que ça réduit encore plus le niveau de cette compétition. Donc là, cette année, vous finissez champion de France. Et justement, moi, j'ai une question à poser parce que tu es quand même un joueur qui a toujours été titulaire par tous les entraîneurs qui sont passés à l'Olympique de Marseille. Mais, entre guillemets, tu n'es pas le joueur qu'on va retenir le plus. Moi, je te vois plus comme le joueur de l'ombre qui fait vraiment le travail qu'il faut. Et ça fait quoi d'être considéré comme un joueur de l'ombre? Peut-être le terme est un peu fort. Mais genre. Ouais, non, mais t'as raison. C'est poste de milieu défensif, milieu relayeur. C'est pas celui, comme on disait tout à l'heure, qui va marquer le plus de buts. Moi, j'aimais. Enfin, il y a des joueurs qui se font remarquer par telle ou telle chose, un geste technique et tout. Moi, j'apprécie quand tu me dis je suis apprécié pour ma régularité. C'est ce que tu étais. Hein. Plus de 300 matchs à l'OM, c'est quelque chose, comme tout à l'heure, je te dis, si à 15 ans on m'avait dit, ou même à 17 ans, que j'allais faire 300 matchs avec ce maillot-là, jamais je t'aurais cru, je t'aurais pris pour un fou. Donc moi je suis assez fier, même très fier d'avoir ce palmarès avec l'OM, autant de matchs, et d'être reconnu pour ce que je suis. Je n'étais pas un joueur spectaculaire, mais un joueur régulier sur lequel on pouvait compter, et surtout dans les moments difficiles. Donc ça, c'est quelque chose d'appréciable. Et vas-y, Robert. D'autres forces, d'autres qualités aussi, que tu sentais que tu avais depuis que tu comptais blinder, comme le mental notamment. Ouais, c'est exactement. Je ne vais pas citer de nom, mais je sais que quand il y avait des moments où on se faisait siffler au Vélodrome, il y a des joueurs, c'était compliqué pour eux de garder le ballon dans les pieds. Et quand tu avais toi le ballon, ils se cachaient un petit peu. Et je pouvais comprendre ça, ça m'énervait sur le coup, mais moi, j'étais pas ce joueur-là, et c'est ma fierté, tu vois, de pouvoir les recroiser maintenant et leur dire, te rappelles quand tu te cachais? Donc, c'est pas pour me moquer d'eux, mais voilà, moi, j'étais là quand on avait besoin de moi. Mais c'est une bonne remarque que tu fais parce que il y a pas mal de joueurs qui sont passés à l'Olympique de Marseille, même de maintenant, qui ne réussissent pas à l'OM, mais qui réussissent très bien ailleurs. Je prends l'exemple, pour moi, le plus récent, Iliman Ndiaye, qui à l'Olympique de Marseille n'a pas forcément fait les plus grandes performances, mais qui à Everton vole sur le terrain, alors que c'est un championnat ultra physique. Ouais. Et on se dit, peut-être que la pression du Vélodrome est vraiment une pression unique. Ouais, il doit y en avoir aussi en Angleterre. J'ai pas joué là-bas avec un maillot anglais sur le dos, donc je peux pas essayer de comparer. Je suis pas bien placé pour ça en tout cas. Maintenant, des fois, il y a des contextes. C'est pas forcément le contexte de l'Olympique de Marseille, c'est le contexte des coéquipiers, du coach, du style de jeu de l'équipe, des adversaires. Il y a plein de choses, et peut-être un match aussi déclic. Il y a des joueurs. Moi, j'ai accueilli André-Pierre Gignac à l'OM. Les 2 premières années, c'était compliqué pour lui. Et il a fait 3 ans après extraordinaire. C'est vrai. Comment t'expliques ça? On lui a donné du temps, il a eu des blessures, il est revenu de blessures. Et finalement, il a laissé un très bon souvenir, alors que s'il était parti au bout de 2 ans, on aurait dit que c'était un flop peut-être. Bah, tu fais une bonne transition par rapport à Gignac, parce qu'il arrive la saison d'après, avec Loïc Rémy également. André Ayew qui revient de Arles-Avignon. Et vous faites encore une très bonne saison. Et cette fois-ci, en Ligue des Champions, vous arrivez à passer les phases de poule. Et vous affrontez Manchester United de Sir Alex Ferguson, qui va en finale contre pour moi le plus grand Barça de tous les temps, le Barça de Guardiola. Et franchement, en Ligue des Champions, là, on peut dire, ouais. Là, vous avez vraiment progressé comparé aux années précédentes, parce que vous arriviez toujours à vous qualifier en Ligue des Champions. Vous n'arriviez jamais à franchir le pas des phases de poule. Et là, vous avez réussi à vous qualifier en 8e. Et face à Manchester United, vous avez vraiment été une équipe très cohérente et très compétitive. Ouais, après, c'est une dynamique, c'est un peu plus d'expérience aussi au sein de l'effectif. La Ligue des Champions, ça va très vite, il y a très peu de matchs, donc il suffit que tu passes à travers 1 ou 2 et tu te qualifies pas, tu sors pas des poules. Alors que si tu es un peu plus consistant et régulier dans les résultats, un peu plus de réussite aussi au bon moment, tu arrives à sortir des poules. Mais on n'était pas une équipe capable d'aller en demi dans le dernier carré, voire dans les 8 meilleures équipes. On ne faisait pas partie de ce Gotha-là, quoi. Mais justement, vous finissez 2e, donc c'est une saison plutôt réussie, parce que vous gagnez également la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions face à Paris. Et la saison 2011-2012, 3e année de Deschamps. Et alors pour l'anecdote, moi j'ai commencé à suivre le foot en 2010-2011, donc j'avais 8 ans. Donc les ans d'après, moi je suis encore petit, dans ma tête l'OM c'est la meilleure équipe du monde. T'avais raison. Et merci. Et
Et je vois, on finit 10e. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois les mêmes joueurs. Après, il y a eu du mercato. Je vois les mêmes joueurs. Je vois le même entraîneur. Et là, je vois qu'on finit 10e. Paradoxalement, on arrive en quart de finale en Ligue des Champions. On gagne encore la Coupe de la Ligue. On gagne encore le Trophée des Champions. On arrive quand même un peu loin en Coupe de France. Mais en Ligue 1, on fait 4 victoires uniquement sur la deuxième partie de saison. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je te jure, la première fois que je t'ai parlé, j'avais envie de te poser cette question. C'est cette saison-là. Cette saison, elle m'a marqué. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise dynamique, des blessures. Il me semble que Souley Diawara se blesse à ce moment-là. Il se blesse, Gignac est très blessé aussi. Voilà, donc c'était des joueurs évidemment importants sur lesquels on n'a pas pu compter à des moments clés. Je crois que c'est une saison où on doit faire 11 défaites d'affilée ou 11 matchs sans gagner. Ouais. Et après, on enchaîne avec 11 ou 12 matchs sans perdre ou un truc comme ça. C'était vraiment une saison très bizarre avec des cycles soit très négatifs, soit très positifs. Et on a manqué de régularité, tout simplement. La première victoire de cette saison, c'était la 7e journée, je me rappelle. Vous étiez 20e à ce moment-là, vous avez 3 matchs nuls, 3 défaites. Ouais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? En plus, même le match, c'était un match exceptionnel de Trophée des Champions face à Lille, vous faites 5-4. Ouais. Ce match aussi, premier match de la première. En plus, vous avez fait un match amical. Bon, c'était pas le Manchester United équipe première. Vous avez gagné 8-2. Donc, en tant que supporter marseillais, tu te dis bon, ça va, on est bien, on est pas mal. Et après, tu vois cette saison-là, malheureusement. Et peut-être que le système des champs n'était plus le même. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que tu penses qu'entre les joueurs, ça va coller plus? Donc, c'est ça qui quand me tu gagnes perturbe. une fois- enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité en fait. Ah, Là, vrai. tu l'as vu avec Manchester City aussi, même Avec cette Pep. année. Ils Ah ouais. arrivent, ils ont fait 7 ou 8 défaites, je crois, alors que d'habitude, certaines années, ils perdaient qu'une ou deux fois. Et Pep, c'est normalement le meilleur entraîneur du monde avec un effectif de fou. Ouais. Comment t'expliques ça? Même lui, il n'arrivait pas à l'expliquer. À Liverpool, c'est un petit peu pareil ce qui se passe. Ils marchaient sur tout le monde. Maintenant, ils ont eu 7 matchs, 7 défaites aussi. Donc, c'est des choses qui ont du mal à s'expliquer, parfois des mauvaises dynamiques. Le foot, ça reste aussi du sport. Tu tapes sur le poteau, elle rentre, c'est but pour toi. Elle ressort, tu peux te prendre un contre et avoir un 0 contre toi alors que tu aurais pu marquer. Donc, il faut aussi un peu de chance. Un peu de chance. Ouais. Et l'année d'après, ce qui est paradoxal, le jeu est très critiqué avec Elibop. Vous finissez 2e. Et un très bon 2e, très bon dauphin. Vous gagnez toujours un but de près. 1-0. Des 1-0, des 2-1. Et même quand l'adversaire mettait 2 buts, vous arrivez quand même à mettre 3 buts. Et Gignac, c'est l'année où il revient vraiment de ses cendres, limite, on peut le dire. Toi, toujours titulaire, tu joues toujours avec cette équipe. Le jeu d'Elibop, toi, en tant que joueur, tu es sur le terrain. Nous, en tant que supporter, c'est vrai qu'entre guillemets, on s'ennuie un peu. Mais toi, en tant que joueur, est-ce que tu kiffes ce système-là, comment on joue, comment vous jouez plutôt? Ou justement, même toi, tu te dis, on peut quand même y aller. Non, c'est compliqué. L'effectif est plus le même aussi. On a perdu Beaucoup de pertes. en qualité. C'était une saison difficile, mais quand tu es sportif de haut niveau, tu prends le plaisir d'abord dans la victoire. Et comme on gagnait beaucoup de matchs, c'était le premier plaisir. Après, dans la qualité de jeu, ça devient secondaire. Évidemment, il y avait des progrès à faire. On aurait pu faire mieux et on cherchait des solutions, mais c'était un petit peu plus pragmatique à cette époque-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, on arrive sur ta dernière saison. Tu sais que Marcelo Bielsa va venir à ce moment-là quand tu es encore à l'OM. Parce que Marcelo Bielsa, je crois que je le sais la veille. tu sais la comme veille. tout le monde, hein, ouais. Ah ouais, d'accord, la veille. Parce que... Le jour même. Hein, le jour même, carrément. Ouais, on avait Et pas- Marcelo pas dans les Bielsa confidences. est prêt à venir. Et est-ce que c'est pas l'un de tes regrets de ne pas avoir joué dans le nouveau Stade Vélodrome, mais en tant que joueur professionnel? Est-ce que c'est un regret où tu te dis, bon, j'ai fait mon temps? Si, forcément. Moi, je me voyais finir ma carrière à l'OM, D'accord. rester même au sein du club après dans l'encadrement, quel que soit le rôle. C'est ce qu'on m'avait promis, c'est ce qui était plus ou moins prévu, mais comme quoi, tu vois, dans la vie, faut jamais dire jamais et rester très, très humble par rapport au lendemain. Et du jour au lendemain, évidemment, je suis passé d'un joueur très important à un joueur qu'on désirait plus et sans savoir trop pourquoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué à accepter. C'est très difficile, mais finalement, ça a été une période de ma vie qui m'a permis de sortir de ma zone de confort, de me remettre en question aussi et de relever un challenge à Toronto en MLS qui m'a apporté énormément de choses positives. Et quelle est la différence? Parce que ça, je te l'avais envoyé. Quelle est la différence entre le football américain, c'est le Canada, mais c'est quand même le continent américain, et le football européen? Le soccer, tu veux dire? Ouais. C'est Comme on dit vrai, là-bas. pardon mes Américains, pardon mes amis, le Non, soccer. C'était du football américain, c'est avec les casques. C'est vrai, le soccer. Toronto, Euh, déjà, c'est anglophone. Non
Exact, ouais, anglophone. Donc il y avait 3 équipes canadiennes, Toronto, Montréal et Vancouver, qui faisaient partie de la MLS avec les autres équipes américaines. Pour le soccer, justement, la différence, c'est que tu fais des fois des 5 heures d'avion. Tu es à Toronto, il fait -20, et tu vas jouer à Dallas, il fait 40 degrés. Donc il y a beaucoup de choses comme ça différentes. Il n'y a pas de relégation. Donc il y a moins de pression dans les clubs à ce niveau-là. Il y a des playoffs. Il y a des playoffs aussi. Donc il y a beaucoup de choses différentes. Et moi, comme j'arrivais d'Europe avec, il y avait notamment Sébastien Giovinco qui avait été très performant à la Juve notamment, international italien, qui a été meilleur joueur du championnat de MLS d'ailleurs, et il comptait énormément sur nous pour qu'on amène justement notre expérience de l'Europe pour essayer d'encadrer les jeunes Canadiens, les jeunes Américains qui, au niveau athlétique, étaient très bien préparés, mais au niveau technique et tactique, avaient du retard. Mais c'est ça en fait, parce que quand on pense Amérique et sport, on se dit la performance physique là-bas, c'est exceptionnel. Dans plein de sports, c'est vraiment. Ils sont toujours dans le top 3. Tu vois, les Jeux Olympiques sont souvent dans le top 3. Tu vois le soccer. Ouais. Le soccer, bien évidemment, on respecte. Le soccer, eh ben là, bon, je trouve que ça a quand même un peu évolué depuis. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'un pays très développé par rapport au sport ont du mal avec le soccer? En fait, j'ai compris sur place, jusqu'à 12-13 ans, même 14 ans, je crois que c'est le sport numéro 1 pratiqué par les enfants, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs, parce que l'équipe féminine est beaucoup plus performante que la masculine. Au Canada, c'est pareil aussi. Et en fait, à partir de 14 ans, il faut que tu choisisses ton lycée, la high school et l'université. Et les bourses pour les meilleurs sportifs, c'est que les joueurs de basket, de baseball, de hockey sur glace, et j'en oublie encore, de football américain. Et il n'y a pas de bourse pour ceux qui jouent au soccer. D'accord. Donc c'est pour ça que le soccer est bien moins encouragé à un certain moment, à partir de 13-14 ans, alors que tous les autres sports sont beaucoup plus poussés. Et tu peux, même si tu viens d'une origine modeste, aller dans des universités incroyables parce que tu es doué en football américain ou en hockey ou en baseball, et tu peux avoir une bourse pour aller faire tes études et ensuite être drafté et aller dans les ligues qu'on connaît, la NBA, la NFL, la NHL et tout ça. On va dire que le tri est surtout économique, financier, quoi. Un peu. Et maintenant, Épuré. en fait, le soccer, il y a des académies maintenant dans tous les clubs de MLS. Et maintenant, tu peux sortir du centre de formation. Mais moi, à la fin de ma carrière de joueur à Toronto, j'ai fait 3 ans et j'ai fait ensuite 1 an en tant qu'éducateur, entraîneur à Toronto avec les U17, l'équivalent des U17. Et en fait, c'était une époque une période où ils passaient leur bac et tout ça. Et ils étaient aux portes de l'équipe professionnelle, mais la plupart, même les meilleurs joueurs, préféraient aller à l'université pour continuer leurs études plutôt que jouer en MLS. Tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que le niveau n'est pas aussi élevé qu'en Europe, mais il commence à progresser. Et justement, et ça, tu vois que le niveau commence à progresser. Là, on revient en Europe. Et là, une petite question que j'allais te poser, c'est tout à l'heure, vous en parlez en off, justement, les parents avec leurs enfants qui les amènent jouer au foot. Et pour eux, limite, ils sont prêts à tout sacrifier, tout ce qui est études, pour vraiment essayer d'avoir leur fils ou leur fille devenir footballeuse professionnelle, alors qu'en Amérique, c'est plus vraiment les études, entre guillemets, la sécurité. Et toi, t'en penses quoi vraiment de cet état d'esprit des parents de voir leurs enfants comme des projets Mbappé, comme aujourd'hui on le dit. Je suis pas très fan, honnêtement, de ce thème. Même le père, Wilfried Mbappé, n'est pas fan de ce thème. Il a raison, je suis entièrement d'accord. T'en penses quoi de ce mouvement ? Je pense que c'est une catastrophe. Exactement. Tu fais des enfants pour que ça soit des êtres humains à part entière, alors tu es là pour les pousser, les encourager, mais pas pour les forcer ou les obliger à faire telle ou telle chose, parce que toi, tu as vécu une frustration peut-être en tant qu'adulte, quand tu étais enfant, que tu voulais être sportif de haut niveau, chanteur, acteur ou je ne sais quoi. On parle de projet Mbappé, moi non plus, j'aime pas trop ce terme, mais il y a les sœurs Williams. C'est un meilleur exemple, je pense, parce que encore plus mis en avant avec le film La méthode Williams. exactement, en plus. Donc, il est magnifique. C'est 2 sœurs, et le père était vraiment. Enfin, l'histoire, elle est magnifique. Ouais. Ça a fonctionné, et ces 2 filles ont réussi et ont l'air d'être épanouies et heureuses finalement. Mais la plupart des enfants qui sont poussés comme ça, forcés, au bout d'un moment, il y a un dégoût et c'est pas leur rendre service. Il faut les encourager. Et les pousser un petit peu, mais pas les forcer. Je suis d'accord avec toi, parce que moi, quand j'étais lycéen, j'étais éducateur sportif dans un petit club de football, et je faisais les U7. Donc à ce moment-là, les U7, ils veulent s'amuser, ils veulent apprendre à jouer au football, donc il n'y a pas trop de pression. Tu joues dans des plateaux, donc tu t'en fous un peu de la performance et du score. Je me rappelle, il y avait l'un des parents qui vient me voir et me dit « Ouais, mon fils, je pense que tu devrais le faire jouer en attaque parce qu'il a le gabarit pour. » Je dis « Mais ton fils, il aime jouer avec les mains. »
Pourquoi tu me parles d'attaquant? Laisse-le s'amuser. Son fils, lui, me dit, ouais, monsieur coach, j'aimerais bien être gardien de but, j'aime bien faire des plongeons et tout. Je dis, amuse-toi. Ouais. Et son père, non. Son père, il voulait que son fils soit attaquant parce que l'attaquant, ça marque des buts, c'est la star, c'est la vedette. Et ça, je trouve ça dommage parce que ton fils, tu fais pas un fils pour ça. Non, exactement. C'est lui qui doit choisir et à cet âge-là, tu es là pour t'amuser. Moi, j'ai eu la chance de devenir professionnel, mais jusqu'à 16-17 ans, j'allais au foot pour m'amuser avec mes potes, pas pour gagner des matchs ou pour ceci ou pour cela. J'aime gagner et j'ai toujours joué pour gagner, même quand j'étais petit, quand je jouais aux cartes, au domino, tu joues pour gagner. Mais le plus important, jusqu'à 16-17 ans, c'est de t'amuser avec tes potes et de prendre du plaisir. Et maintenant, tu arrêtes ta carrière et ça prend du temps avant que tu deviennes consultant aujourd'hui chez Ligue 1+. Et je sais que tu as créé une application qui s'appelle Renard des Surfaces. Et donc, c'est un projet un peu entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de ce projet? Ouais, on m'a contacté deux personnes que je connaissais qui ont eu cette idée. À l'époque, c'était un jeu à gratter qui est devenu une application maintenant. Et c'est un projet autour du foot qui peut se décliner évidemment sur d'autres sports, mais qui touche des domaines complètement différents de ce que j'avais l'habitude de voir. Et donc, c'était très intéressant de faire partie de cette aventure. Et donc, c'est une application sur le foot avec des buts. Chaque fois qu'il y a un but, il faut gratter pour gagner des points. Et voilà, il y a des championnats, tu peux gagner des lots. Donc, c'est sympa. C'est intéressant, ça. Je mettrai en description le lien de Renard des Surfaces. Hein. Allez, avec plaisir. Et avec plaisir, mais j'espère que j'aurai 50 € quand même. et aussi, là, tu es devenu consultant, justement. Et là, je regarde souvent les matchs Ligue 1+, donc tu commentes les matchs et tout. Et quelle est la semaine type d'un consultant? Tu dois préparer les matchs et tout, etc., j'imagine. Tu es souvent en déplacement, donc dis-nous un peu plus ta semaine type de consultant. C'est regarder beaucoup de matchs. Tu m'étonnes. Toujours au courant de ce qui se passe. Les stats, les news. Pas être pris à défaut, évidemment. Là, c'était le mercato. Les derniers jours, il y a toujours des transferts de dernière minute. Il faut être évidemment au courant de tout ce qui se passe. Mais plus que les statistiques, et les transferts et tout ça, moi, ma plus-value, ça va être dans le jeu, pendant le match. Moi, je suis consultant, mais ce que j'aime faire et ce que je fais le plus souvent, c'est des commentaires de match et en live. Et donc, je dois être capable en live de te dire, tiens, pourquoi lui, il a fait la passe à un tel? Parce qu'il était mieux placé, parce que son partenaire a fait l'appel dans cette zone-là pour attirer un adversaire, ce qui a détaché un autre espace pour autoriser cette passe. C'est tout ça que j'essaye de dire et de mettre en valeur quand je commente un match, tout simplement, et essayer de valoriser aussi. Quand il y a un but, il y a toujours une erreur, ou plusieurs erreurs même. Et que tu connaisses le foot ou pas, tu vois qu'il y a une erreur qui amène le but. Mais moi, je vais essayer de trouver le petit détail qui a amené cette erreur. Je vais te prendre un exemple. Un défenseur qui fait une passe en retrait, pas suffisamment appuyé au gardien, l'attaquant qui prend le ballon et qui va marquer. Tout le monde a vu que le défenseur, il n'avait pas fait la bonne passe. Il a pas bien appliqué sa Mais passe, pourquoi il n'a pas fait la bonne passe? Peut-être que l'attaquant, il est venu presser du côté du mauvais pied du défenseur pour qu'il soit moins à l'aise, ou il lui a mis le petit coup d'épaule qui l'a déséquilibré et qui a permis, entre guillemets, cette mauvaise passe. Donc, c'est ce petit truc positif de l'attaquant que je vais essayer de mettre en valeur plutôt que le côté négatif de la passe. Et est-ce qu'au début de ta nouvelle carrière de consultant, tu as eu du mal un peu à commenter? Est-ce que des fois, tu avais des petits sursauts? Tu voulais réagir vite quand tu vois par exemple un match, tu vois une belle action, tu fais oh là là, est-ce que tu as envie de réagir comme ça, ou tu dois garder ce petit côté vraiment neutre, posé? Est-ce que c'est compliqué au début? De plutôt froid au départ, tu vois. Donc, j'ai pas souvent tendance à m'enflammer. Et des matchs de foot, j'en ai regardé tellement, j'ai tellement joué, je me suis tellement entraîné que pour me surprendre maintenant, quand je regarde une image qui relative au foot, c'est difficile. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai dû progresser, justement, mettre de plus en plus d'émotions. Oui. J'en mettais pas suffisamment au début, et j'essaye de forcer un peu ce trait de mon caractère pour en mettre un peu plus. Et voilà, mais c'est difficile quand tu commentes de laisser parler tes émotions, parce que là, je vais prendre l'exemple d'un match qui arrive très bientôt, PSG-OM, et tout le monde sait que mon cœur est marseillais et pas parisien, mais je sais qu'il y a des Parisiens qui regardent, des Marseillais qui regardent, et certains qui regardent le match juste pour regarder le match de foot, sans être ni pour l'OM ni pour le PSG. Moi, il faut que je commente pour tout le monde. Et si le PSG marque un but et que je dis ah bon bah ça fait chier, ils viennent de marquer, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que je débranche le cœur
pour commenter qu'avec la tête. Et après un match, je sais que je vais me faire insulter par certains Marseillais et vrai. évidemment par beaucoup de Je Parisiens. te jure, en plus, j'y ai pensé là parce que des fois, je vais sur les réseaux sociaux. Quand tu commentes un match de l'OM, je vois des trucs. Benoît Chirou, il a vraiment oublié d'où il vient. Je dis, les gars, c'est son travail. Exactement. Il est obligé. Les gens comprennent pas. Les supporters, mais je comprends qu'ils ne comprennent pas parce que c'est la passion. C'est la Moi, passion quand du j'écoute football. un match aussi qui est commenté pas par moi et que je suis pour une équipe plus que pour l'autre, quand l'autre il est en train, quand le commentateur il est en train de dire que des choses négatives, ça m'énerve. Donc je peux comprendre. Maintenant, moi je suis là pour essayer d'être le plus objectif possible sur le match que je commente. Moi, je trouve que tu te débrouilles bien. Moi, je sens que pour toi, la rigueur, c'est important. Tu disais tout à l'heure la déontologie, je dirais même. Bien sûr, exactement, Après, c'est ça. Pour moi, l'objectivité, c'est surtout la nuance, la mesure. Ouais. Quand on écoute les matchs, on l'entend à l'intonation des commentateurs. Chacun a son favori, on va dire. Oui, mais normalement, c'est pas normal en fait. Oui. C'est comme un arbitre. Il doit arbitrer, alors que l'arbitre, c'est un homme aussi. Il est supporter sûrement d'une équipe plus que l'autre. Il est obligé de mettre autant de cartons à droite qu'à gauche, de siffler de la même façon d'un côté comme de l'autre. Mais je prends même l'exemple des matchs de Ligue des Champions quand une équipe française affronte une équipe étrangère. Ça, c'est pas pareil. On est d'accord, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux te permettre. Exactement. Il faut que tu sois un peu plus chauvin parce que après, il faut savoir pour qui tu commentes et tout ça. Si tu es sur une chaîne française, il y a une équipe française, une équipe étrangère, forcément, tu sais que ceux qui te regardent, ils sont supporters de cette équipe française et très peu de l'équipe étrangère. Donc, il faut t'adapter à ton public et être capable de pousser, de changer un petit peu ton commentaire. Tu vois, ça m'est arrivé là, pour M6 de commenter la Coupe intercontinentale PSG Flamengo. Je savais qu'il y avait plus de Français qui me regardaient, donc plus de supporters du PSG. Et quand il y avait une action du PSG, j'étais beaucoup plus enthousiasmé que quand c'était une action de Flamengo. C'était de l'acting ou Franchement, il en faut un petit peu. Je vais pas te mentir. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Quand j'étais joueur, tu me connais un petit peu maintenant, pas beaucoup, mais tu peux voir que je suis assez froid, assez posé, assez calme. Mais sur le terrain, j'étais assez chaud. Je pouvais faire des gestes ou des tacles un peu au-delà de la régularité parce que je voulais gagner, parce que je voulais m'imposer. Et je pense que dans chaque situation de ta vie, tu es dans un truc où tu peux changer un peu ta mentalité. Quand j'ai coaché, c'était un peu pareil. Des fois, il faut que tu peux le voir dans n'importe quel match. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de gestes, d'autres qui restent un peu plus calmes. Je pense que tu as un langage corporel qui doit aussi être entraînant, engageant quand tu es coach. Quand tu commentes, c'est un peu pareil aussi. Il faut se forcer un petit peu, comme les mecs qui font du théâtre, qui font du cinéma ou qui chantent, qui essayent d'interpréter. C'est un petit peu ça aussi. Ouais. Je voulais y venir justement, parce que là, on parle du travail de commentateur. Alors, tu as évoqué à Toronto que tu as entraîné les U16, U17. Ouais. Ça, tu souhaites pas continuer, si j'ai bien compris, en tant qu'entraîneur? C'est pas que je souhaite pas continuer, c'est Ou que pas maintenant, en tout cas. c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis plusieurs années quand j'étais joueur. En fait, quand j'étais joueur, j'étais frustré parce que j'ai toujours voulu comprendre pourquoi on me demandait de faire telle ou telle chose. Tu vois, je devais être difficile à coacher parce que quand tu me demandes de faire quelque chose, je veux comprendre pourquoi tu me demandes de faire ça. Et si j'arrive à comprendre pourquoi, là, je peux te donner 200%. Mais si j'arrive à comprendre pourquoi tu veux me faire ça et qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux faire ça, là, ça va être dur de tirer 100% de mon potentiel, mais je vais quand même le faire parce que tu es mon coach. Tu vas me dire de faire ça, je pense que c'est mieux de faire ça, mais je vais faire ça parce que c'est toi le coach et pour l'équipe, ça va être mieux. Mais c'est une certaine frustration quand même. Et en tant que joueur, tu as un ressenti sur le terrain, une réflexion que le coach ne peut pas avoir parce qu'il est de l'autre côté de la ligne de touche. Toi, tu as des sensations par rapport aux joueurs qui sont dans ta zone, tes partenaires, tes adversaires, comment ils sont positionnés, que le coach ne voit pas forcément, que toi tu vois. Donc, tu aimerais agir d'une certaine manière, mais le coach t'a dit d'agir d'une autre manière. Donc, parfois, ça m'arrive pas à tous les matchs, mais ça m'arrivait d'être frustré après un match. Donc, je me suis dit que quand je vais être coach, je vais plus avoir cette frustration parce que c'est moi qui vais dire il faut aller à gauche ou il faut aller à droite. Sauf que quand tu es coach, tu as la frustration de dire je veux mettre ça en place, mais peut-être que mes joueurs, ils sont pas capables, ils n'ont pas la possibilité ou le scénario du match fait que les autres posent des problèmes. Exactement. Ouais. Donc j'ai eu cette frustration de coach aussi, mais c'est un métier qui est fabuleux, j'ai adoré. En plus, avec les jeunes, je me suis éclaté. Là, j'ai le bonheur de voir qu'il y a un des jeunes que j'entraînais qui vient de signer à Toulouse, là, Jason Russell-Rowe, que j'ai eu pendant 1 an. Et tu vois, ça me donne des frissons rien que d'en parler parce que tu t'attaches à ces jeunes et je suis content qu'ils réussissent. Il y en a 4 ou 5 qui sont en équipe nationale du Canada, qui vont faire la Coupe du Monde, qui sont dans des bons clubs comme ça. Garde le suivi, donc je leur envoie des messages, j'essaie de
de les suivre un petit peu, ça fait plaisir et c'est un métier extraordinaire de formateur, d'éducateur. Et je dis pas que je recommencerai pas, mais je l'ai fait pendant 1 an et pendant cette année-là, j'ai donné plus de temps à ce métier-là qu'à ma famille et ça, c'était pas possible pour moi. C'est pour ça que j'ai arrêté en fait. Je voyais plus mes joueurs que mes enfants. Et à un moment donné, mon fils, il me dit, viens me voir jouer papa. Et je pouvais pas parce que j'avais mon match ça doit être dur, ça, c'est dur. avec mes jeunes que j'adorais. Mais je peux pas les adorer plus que mon fils. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais comme mes enfants sont grands maintenant, peut-être que j'aurai plus de temps. Et je dis pas que je retournerai pas coacher un petit peu. On verra. Pour faire le lien entre l'après et le pendant, on va dire, la carrière de footballeur et l'après, est-ce qu'il y a cette pression constante, le travail mental, est-ce que tu penses qu'il est négligé ou pas? Est-ce que ça a évolué par rapport au début de ta carrière, qui fait que les joueurs peuvent être lessivés, entraîneurs également? Je pense que c'est épuisant moralement, ouais, mentalement. C'est usant. Là, il y a de plus en plus de matchs en plus. Moi, à mon époque, on enchaînait des matchs, des fois des séries de 3-4 semaines avec des matchs tous les 3 jours. Donc, comme je disais tout à l'heure, le rythme, tu t'entraînes, tu manges, tu dors, tu joues, tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Je pense à rien d'autre. Et à un moment donné, ouais, t'as l'impression d'être dans un tunnel et de faire que ça. Et tu perds un peu de fraîcheur. Et je me suis aperçu, j'ai eu de la chance, j'ai pas été blessé très souvent et très longtemps. Mais quand tu es blessé 2-3 semaines, tu sors complètement de ce tunnel. Ça te fait un choc, non? Au début, c'est très dur. Ouais. Parce que tu as l'impression d'être vraiment à l'écart du groupe et de ce que tu veux faire le plus, c'est être sur le terrain. Donc, tu es avec les kinés, en soins, dans une salle. C'est pas ce que tu veux. Et finalement, ce petit recul de 2-3 semaines te permet de récupérer de la fraîcheur mentale. Et c'est là où tu t'aperçois que quand tu es dans le tunnel, bah, tu n'es pas forcément à 100% tout le temps parce que avoir un niveau de régularité au haut niveau, donner nerveusement à chaque fois, rentrer sur le terrain, rentrer dans les duels, faire les efforts, faire tes 90, 92, 95 minutes, quand tu joues tous les 3 jours, c'est pas possible. Donc là, on voit que ça pète de tous les côtés. Il y a beaucoup plus de blessures maintenant parce qu'ils ont exagéré avec le nombre de matchs. Ouais. Et c'est pas physique en fait, c'est vraiment mental. Et c'est bien de couper un petit peu et c'est nécessaire. Et c'est pas plus présent ce travail mental dans les clubs? Moi, j'ai l'impression quand on se renseigne un peu, mais il y a un peu plus d'accompagnement, mais comme il y a plus de matchs, t'as beau être mieux accompagné, tu dois quand même refaire les efforts tous les 3 jours pour être à 100%. Et c'est plus qu'un travail mental supplémentaire, c'est un relâchement, je pense, au niveau nerveux qui doit être nécessaire. Et au niveau mental, justement, tu es en discussion avec plein de joueurs, tu as pu rencontrer plein de joueurs et tout. Est-ce que tu sais s'il y en a certains, ou même toi par exemple, qui, quand il arrête sa carrière, il y a une sorte de manque? Comme si, je fais quoi maintenant? Ah, c'est exactement ça. Moi, je l'ai vécu pendant 6 mois, on va dire, où c'était dur, mais il y en a qui le vivent beaucoup mieux, mais beaucoup ont cette espèce de dépression, il ne faut pas avoir peur de le dire, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, certains quelques années. Et c'est compliqué parce que je parlais du tunnel, je parlais d'être réglé, tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Et en fait, du jour au lendemain, tu n'as plus d'entraînement, tu n'as plus d'agenda, tu n'as plus de calendrier qui te dicte ce que tu dois faire. Donc, tu dois te réadapter à une nouvelle vie et c'est pas évident. Si tu n'as pas des nouveaux projets un peu passionnants qui t'animent, ça peut être compliqué. Ouais. Par rapport à l'entretien physique, justement, je me demandais comment, du jour au lendemain, tu arrêtes ta carrière. Est-ce que tu gardes tes habitudes d'entraîneur, de joueur de haut niveau, ou bien tu relâches tout et puis voilà, tu baisses un peu le rythme? Non, moi je suis un bon vivant, donc j'ai toujours aimé ça. Et quand tu t'entraînes tous les jours, quand tu joues, finalement, tu peux manger, boire ce que tu veux. Faut faire un peu attention parce que tu es quand même sportif de haut niveau, faut pas faire n'importe quoi. Mais comme tu t'entraînes tous les jours, tu prends pas de poids, tu prends pas de masse graisseuse. C'est quand tu arrêtes que ça peut se compliquer. Et moi, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est quand j'ai arrêté ma carrière de joueur en décembre 2017 à Toronto. J'ai repris au centre de formation en tant qu'éducateur 2 mois après. Et donc, j'étais dans le vestiaire des coachs cette fois, plus le vestiaire des joueurs. Les coachs de l'académie, il y en a une dizaine. Et il y a un de mes collègues qui était coach depuis 1 an, donc qui avait arrêté sa carrière 1 an avant moi, qui était coach des U15. Moi, j'étais coach des U17. Et donc, on fait la première journée, hop, l'entraînement et tout, et on se retrouve dans la douche à la fin de la journée. Et en fait, je le vois sous la douche. Et je lui dis, putain, te voir comme ça, j'ai pas envie d'être comme ça dans 1 an, tu vois, le prends pas mal, mais t'as pris du poids, c'est pas bien, tu vois. Et il m'a dit, ah ouais, tu trouves? Je lui dis oui. Et là, en fait, de voir comme ça,
je me dis, dans un an, j'ai pas envie d'être comme toi. Donc, j'ai envie de continuer à courir, m'entretenir, et j'ai pas envie de grossir comme certains joueurs, quand ils arrêtent, ils se laissent aller. Et j'avais pas envie de ça. Et donc, on a rigolé avec ça. Il m'a dit, OK, pas de problème. Et en fait, on s'est entraînés tous les deux pour essayer de se maintenir, de faire des footings ensemble. Et il m'a dit merci quelques mois après, quand il a perdu les 10 kilos qu'il avait en trop, quoi. Et après, il a continué cette hygiène de vie. J'étais content d'avoir participé à ça. Et lui, il était fier d'avoir envoyé cette image de lui qui n'était pas la meilleure, mais qui m'a rendu service. Et du coup, on est un peu laissé à soi-même, les joueurs. Il n'y a pas d'accompagnement par rapport à l'après-carrière. Après la carrière, non. Ni psychologiquement, ni familialement, ni physiquement. C'est à toi de te débrouiller, quoi. Et c'est vrai que quand tu es joueur, tu es assisté sur beaucoup de choses pour être mis justement dans les meilleures conditions pour ne penser qu'au foot. Et c'est le but aussi d'un accompagnement dans un club, quel que soit le sport d'ailleurs, au haut niveau. Que ce soit un sport co, un sport individuel, pour que le sportif de haut niveau, il pense qu'à sa performance et il pense pas à quel bus il doit prendre pour aller au match, ou quelles chaussures il doit prendre, ou à quelle heure il doit se coucher, à quelle heure il doit manger, ce qu'il doit manger. Tout le monde pense pour toi, pour que toi, tu aies qu'à penser être performant. Et une fois que ça s'arrête, il faut que tu repenses à toutes les choses simples de la vie que tu avais peut-être oublié de faire à un certain moment, ou que tu n'avais pas besoin de faire à un certain moment. Justement, tout à l'heure, tu as dit, quand tu viens à l'OM, tu te fais beaucoup plus d'amis. Là, maintenant que tu arrêtes ta carrière, est-ce que tu as toujours ces amis ou ça commence à baisser? Après, t'en as moins, forcément. T'en as moins, forcément, bien sûr. Et il m'arrive encore de croiser des nouveaux amis qui me demandent encore des maillots ou des places alors que je joue plus et que j'ai plus de maillots et que j'ai pas accès à des places non plus. Donc, c'est rigolo. Mais après, les amis, voilà, j'ai jamais couru après les amis. J'ai mes amis d'enfance, j'ai des amis que tu te fais suivant ton chemin, suivant ta route. Et voilà, après, il y en a que tu perds de vue, que tu revois, mais tu sais qui est là sincèrement. Donc l'amitié, entre guillemets, dans le football, par exemple, quand tu regardes un match de foot, tu vois tous les joueurs, quand ils célèbrent, ils se mettent tous ensemble, là, en gros câlin et tout. Tu dis, bon, en vrai, est-ce qu'ils sont vraiment comme ça en dehors? Après, c'est pas parce que tu as un objectif commun que tu dois être ami, ou que tu es forcément ennemi aussi. Je veux dire, dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, j'avais des potes et il y en a que j'aimais pas, et pareil, il y en a qui m'aimaient pas. Mais quand on était sur le terrain, on se battait tous les uns pour les autres contre l'équipe adverse. Pour le même objectif. Exactement. Et moi, j'ai eu l'honneur de jouer contre mon frère, par exemple. Et quand il était dans l'équipe en face, c'était plus mon frère. C'était pendant 90 minutes, c'était un ennemi. Alors, je l'aurais pas cassé la jambe, et j'aurais cassé la jambe à personne d'ailleurs. Même mon pire ennemi, j'aurais pas envie de le faire. Mais pour te dire que tu as un but commun, tu fais du sport, donc quand tu fais des sports de combat, tu te retrouves dans le ring ou dans la cage avec un mec en face de toi, peut-être que tu l'aimes bien, mais pendant le combat, c'est lui ou toi, donc c'est ça, c'est comme ça. En plus, tu dis ton frère et tout, je crois qu'il est plus lyonnais que marseillais maintenant. Je sais pas. Plus maintenant. Dommage. Non. Parce que je me suis dit, peut-être, est-ce qu'à chaque Olympico, ça se chambre un peu? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Tu as repris le bon chemin, Bruno. Aussi, il y a Hamza, il a pu enregistrer quelques questions de certains jeunes par rapport à la prépa physique. Je pense à Elijah, je pense à Mohamed qui est dans le podcast Coup d'envoi. Donc, Hamza, j'espère que tu es prêt. Et est-ce que tu pourrais juste lancer une petite question quand on l'écoute et que Benoît puisse répondre? Bonjour Benoît, je m'appelle Elijah Diallo. J'ai 18 ans, je joue au football américain au Blue Stars de Marseille et j'avais une question à te poser. Est-ce qu'on prépare vraiment l'après-carrière quand on joue? Est-ce qu'on prépare l'après-carrière quand on joue? Oui, ça peut être possible. Après, il faut avoir la capacité à bien scinder déjà ton emploi du temps dans ta tête pour te dire combien de temps j'ai à accorder à mon sport pour être performant et combien de temps il me reste pour me préoccuper d'autres projets. Moi, j'aimais bien, je suis passionné de foot, j'ai toujours été passionné de foot, mais pour moi, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a la famille, il y a les amis, il y a d'autres choses, et j'avais besoin de fraîcheur pour pouvoir revenir à l'entraînement le lendemain, fraîcheur mentale pour pouvoir revenir à l'entraînement le lendemain et être meilleur. Je parlais du tunnel tout à l'heure, et si tu fais que du foot, tu rentres chez toi, tu regardes des matchs de foot toute la journée, tout ça, tu reviens le lendemain, t'es vraiment dans un tunnel, t'as pas le recul, je trouve, nécessaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sentais. Il y en a qui sont capables de le faire et qui ont besoin de ça. Moi, j'avais pas forcément envie de ça, ni besoin de ça. Et j'aimais bien faire d'autres choses en dehors du foot et préparer peut-être un petit peu l'après-carrière sans savoir non plus avoir un but précis.
Si tu as un but précis déjà et que tu as quelque chose à préparer, autant gagner du temps. Moi, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur avant d'arrêter ma carrière de joueur. Donc, j'étais déjà dans cette préparation-là. Mais je pense que quand tu es sportif de haut niveau, il faut savourer et profiter du moment où tu peux être encore sportif de haut niveau parce que ça va très vite. Et après, une fois que c'est terminé, tu auras le temps de préparer l'après, quoi. Est-ce que tu as une prochaine question également, Hamza? À l'Olympique de Marseille, on sait que c'est compliqué, que l'OM ne forme plus de très bons joueurs. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune joueur qui débute à l'Olympique de Marseille? Merci Benoît. Quel conseil je pourrais donner à un jeune joueur qui débute à l'Olympique de Marseille? Écouter les plus anciens, essayer de garder la tête froide. Parce que c'est un environnement où le jeune il va croiser son père, sa mère, son cousin, son pote, son boulanger, la nounou, et tout le monde va te donner son avis sur le match que tu as fait. Tu aurais dû faire la passe ici, le contrôle là, tu aurais dû faire ci. Je pense que c'est bien de se mettre un petit peu dans sa bulle pour essayer de se concentrer sur le terrain et pas se laisser parasité par tout ce que tu peux entendre, que ça soit positif ou négatif. Des fois, ça peut être trop positif et tu peux penser que tu es meilleur que tu ne l'es, ou trop négatif et ça peut t'enlever un petit peu de confiance. Donc, essayer de trouver un environnement où tu peux te retrouver un petit peu dans ta bulle pour t'épargner de toutes les personnes que tu vas croiser qui vont vouloir te donner leur avis, alors que finalement, écoute ton coach et tes partenaires qui sont là pour ton bien, pour t'encadrer et essayer de te faire progresser tout simplement. Et justement, là, tu as parlé des jeunes, de ne pas écouter n'importe qui, tout le monde va donner son avis. C'est vrai qu'à cette époque des réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. Ouais. Et surtout, on est dans une culture de l'instant, tu vois. Dans le sens où, on va prendre l'exemple de Robinho Vaz, qui est un jeune joueur de l'OM. Bon, maintenant, il est parti à Rome. Il a mis un but. Oh, Robinho Vaz, c'est un crack. Robinho Vaz, il est titulaire. Il fait pas un très bon match. Robinho Vaz, il est gaze, il est nul, il vaut pas son prix. Cette culture de l'instant-là est, pour moi, néfaste. Et dans la tête du joueur, il faut vraiment qu'il s'en foute. Ah oui, il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est vrai que les réseaux sociaux sont encore plus dans ces excès. Il faut être clivant. Il y a certains médias qui sont clivants aussi à ce niveau-là. Soit tu gagnes, c'est extraordinaire. Soit tu fais match nul ou tu perds, c'est catastrophique. Et c'est ça qu'il faut essayer de réguler en tant que joueur, en tant que coach, en tant que supporter parfois. Même si supporter, tu as la passion, donc c'est normal que tu ailles dans les excès, surtout à Marseille. Mais en tant que sportif, si tu veux être régulé dans la performance, il faut essayer de prendre ce recul qui te permet de relativiser. Quand tu fais des choses exceptionnelles, il faut te dire que c'est bien, mais que tu peux faire encore mieux pour essayer d'aller plus haut, plus haut, plus haut. C'est l'objectif. Et quand tu passes à côté, il faut te dire, voilà, même au sein d'un match, tu as raté un contrôle. Est-ce que le fait de rater ton contrôle, ça conditionne le prochain contrôle? Non. Alors remets-toi dans une spirale positive et dire, voilà, j'ai raté mon contrôle, je passe au prochain contrôle. Et je vais me concentrer encore plus pour mon prochain contrôle, pour les réussir. Et je vais le réussir. Magnifique. Dernière question. Bonjour Benoît, je m'appelle Hilal, j'ai 14 ans et ma question c'est à quel moment as-tu réalisé que ta carrière allait s'arrêter et comment tu as réagi face à ça? Très bonne question. Ma carrière s'est arrêtée à Toronto en MLS et moi je voulais qu'elle s'arrête un an plus tôt. Donc j'ai fait 2 ans là-bas et à la fin de ma 2e année j'avais 35 ans et je voyais que j'étais moins vif, moins rapide, que les jeunes ils commençaient à arriver, qu'ils étaient plus rapides que moi, que j'avais d'autres qualités à faire valoir parce que j'ai jamais été très rapide, donc c'était pas ma qualité première. Je voyais le jeu avant les autres, j'avais un bon pied gauche qui me permettait d'orienter le ballon et le ballon va plus vite que n'importe quel joueur, donc c'était ma qualité. Mais je sentais que c'était plus dur aussi à l'entraînement de faire les efforts, les 15-15, les 30-30. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là à courir comme ça? Donc je prenais beaucoup moins de plaisir. Et le déclic, ça a été quand on faisait des petits jeux à l'entraînement et que mon équipe avait le ballon. J'étais content, enthousiaste parce que ça jouait au foot et tout. Et dès que mon équipe perdait le ballon, là, je switchais et je me disais, il va falloir faire des efforts et courir pour récupérer le ballon. À partir de ce moment-là, quand tu te dis ça... Exactement. Là, c'est devenu compliqué parce qu'en plus, moi, ça faisait partie de mes qualités aussi. Récupérer le ballon, ça me faisait pas peur. Et là, ça me coûtait en fait, en termes d'énergie et tout ça. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, le coach est venu me voir. On avait été en finale de MLS à l'époque avec Toronto. On a perdu la finale. Et il m'a dit, j'aimerais que tu restes encore un an pour encadrer les jeunes. Tu vas peut-être un peu moins jouer, mais l'équipe a besoin de toi et tu peux apporter autrement que sur le terrain. Donc j'avais fait quand même 20-25 matchs la dernière année et j'ai encadré les jeunes et j'ai accepté ce challenge parce que j'aime bien aussi la transmission avec les plus jeunes.
Et finalement, j'ai bien fait parce qu'on arrive en finale contre la même équipe avec Toronto, Seattle, et on gagne cette finale. Donc, on gagne la MLS et j'arrête sur un titre, en fait. Et c'est une chance extraordinaire que j'ai eue d'arrêter sur un titre. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui arrêtent sur un titre. En plus, Toronto n'avait jamais gagné. Donc, c'était une chance. Et j'ai remercié le coach de m'avoir poussé pour une année supplémentaire. Tu l'as dit, finir sur un titre. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Moi, je pense dernièrement à Tony Kroos. Ouais. Très visionnaire. Vraiment, C'est beau. tu termines sur une Ligue des Champions, toujours au haut niveau. Ouais. Franchement, Tony Kroos, c'est vraiment un exemple dans ce cas-là. Et aussi, dernière chose par rapport à cette émission, est-ce que tu pourrais te faire, alors juste avant de faire le bilan, tu as été sélectionné en équipe de France quand même, tu as eu des convocations, mais tu n'as jamais pu être sur le terrain. Est-ce que ça, c'est une frustration que tu as à la fin ou... Un petit peu, oui. Parce que jouer avec le maillot de ton pays, c'est quand même C'est quelque chose. le top. Maintenant, j'ai eu tellement de bons moments, d'épanouissement, surtout à l'Olympique de Marseille, c'est sûr. En termes d'émotion, en termes de victoire, j'ai gagné plus de matchs que j'avais perdus. J'ai gagné des titres, j'ai la reconnaissance des pairs, de mon milieu, des supporters. Et je suis apaisé avec ça. C'est quelque chose que je redoutais et que je n'aime pas chez les autres. Il y a certains anciens joueurs, anciens coachs qui sont frustrés, aigris parce qu'ils n'ont pas gagné suffisamment de trophées, pas suffisamment de matchs, ou je sais pas, il y a une frustration en eux. Et moi, je voulais pas être ce mec-là. Et oui, l'équipe de France, ça aurait été bien d'avoir quelques sélections, surtout qu'honnêtement, je le méritais à un certain moment. Mais voilà, j'ai été suffisamment épanoui, comme je vais me répéter, mais à 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, si tu étais venu me voir et tu m'avais dit tu vas faire plus de 400 matchs en Ligue 1, tu vas gagner la Ligue 1 et 600 matchs en pro, j'aurais rigolé, jamais j'aurais cru. Donc c'est quelque chose d'inespéré pour moi. En tout cas, Benoît, je te remercie d'avoir participé. Merci à vous pour l'accueil. Ah, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Merci Robin d'avoir participé également. Merci à toi. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous et soyez toujours auprès de nous. Mettez la cloche pour savoir les prochaines news, que ce soit football, cinéma, MMA et les prochains podcasts qui arrivent. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.